Bonsoir à tous. Alors ce soir c'est une nouvelle séance de l'alchimie du cinéma qui est l'un des cinéclubs de la Filmo Plus. Ce cycle s'appelle Demain sera-t-il dystopique? C'est le 3e film. Après les deux premiers, donc qui étaient, rappelle-le-nous, Stéphane. La semaine dernière, c'était Orange Mécanique, c'est Snowpiercer. Voilà, Orange Mécanique, on continue à passer dans le cycle Stanley Kubrick. Et Snowpiercer, on aura peut-être l'occasion de repasser dans les semaines qui viennent, si le cycle, parce que en fait ce cycle de l'alchimie pour l'alchimie du cinéma a été présenté parallèlement à un cycle de la Filmothèque qui s'appelle donc C'est arrivé demain et qui rassemblait une dizaine de grandes dystopies et qui nous amènera à repasser sans doute dès la semaine prochaine Soleil Vert, Stalker et autres grands classiques du genre. Alors il y aura un autre cycle de l'alchimie du cinéma avant la fin de l'année, donc avec une séance en avril, une en mai, une en juin. On n'a pas encore arrêté le thème, mais voilà, on va en discuter tout à l'heure et peut-être que vous le saurez en avant-première. Voilà, merci à François, merci de m'accueillir pour cette fin de cycle. Alors je vais rapidement vous montrer quelques petites images pour voir exactement de quoi il retourne. Alors, hop. Donc, du coup, le concept de cet éclairage sur le cinéma, c'est de partir de l'idée que l'écran, le cinéma, peut réenchanter un peu le monde, parce que dans certains films, comme en 2001, il y a des symboles. Et le monolithe, c'est le symbole de l'écran de cinéma, mais ça peut être aussi le symbole de la pierre philosophale. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture dans un film. Alors, le choix qui a été fait, c'est de partir aussi, moi je travaille beaucoup sur l'imagerie, donc à une époque, on avait des images faites par des alchimistes qui renvoyaient à un sursens, il y avait une métaphore qui était dans ces images. Et on a aussi, j'avais montré notamment pour Snowpiercer, le rapport entre le Yiking et le tarot, qui sont des images séculaires, et on va retrouver notamment dans le Fils de l'homme des références au tarot que je vous expliquerai après. Voilà. Alors, le fond commun de ce que j'explique sur l'archétype et la symbolique, ça vient de Jung, en partie, qui a travaillé sur les mandalas et les concepts de soi, d'anima. Ces concepts jungiens ont été repris et popularisés par Joseph Campbell. Vous avez des trilogies de cinéma, souvent. George Lucas, dans sa race, en est largement inspiré. Et je vais vous parler d'un cinéaste qui a fait de la philosophie, qui est né en 61, c'est Cuarón. C'est quelqu'un qui a une grande culture, qui a lu Campbell aussi, qui a gagné effectivement un Oscar, et qui avant a un peu galéré à faire des films. Il fait partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur mexicain, avec Iñárritu et Del Toro, qui font chacun des films un peu mythiques, c'est intéressant. Et vous allez voir dans ce film un art qui est un art du plan séquence, c'est-à-dire que des plans qui durent à peu près 14 secondes, et c'est filmé comme un documentaire de guerre. En moyenne, dans les films Marvel, un plan, ça dure entre 2 et 10 minutes. Donc là, vous allez pouvoir, grâce à ce film, vous imprégner, vous plonger dans une atmosphère. Alors, ce film, il date de 2006, c'est son 6e film, avant Gravity, qu'il a fait connaître. Donc, vous trouverez une analyse de Gravity que j'ai passée dans un site sur l'espace, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Libermundi, où la séance est captée par là. Il sera posté sur la chaîne YouTube. Donc Gravity est un film très intéressant, et Roma aussi en 2018 sont très intéressants. Et je vous montrerai qu'il y a un fil conducteur entre ces 3 films-là. Ouais. Que vous dire, c'est que pour Cuarón, le film tel qu'il l'a réalisé et voulu, c'est un film anti-Blade Runner. Blade Runner a fait partie du cycle précédent, sur la question des rapports entre l'homme et les machines. Et ce qui est intéressant, c'est que Cuarón s'inspire de l'actualité du 11 septembre, de la crise de notre civilisation, mais il va aussi s'inspirer d'un livre d'une philosophe qui s'appelle La théorie du choc, de Naomi Klein. C'est comment on utilise un certain nombre d'événements pour les monter en épingle et justifier la dérive vers un système totalitaire. Je pense que ça peut peut-être nous faire réfléchir à des choses qu'on a vécues. Voilà. Alors, les références, puisqu'en fait on est sur quelqu'un qui est un cinéphile. Donc pour ce film-là, il y a 2 grandes références. C'est la bataille d'Alger. La bataille d'Alger pour le style documentaire. Et pour une ambiance, vous allez voir, on est projeté dans un monde en guerre. Et par moments, il y a des images, notamment sur la fin, qui sont des images qui vont avoir le transcendantal.
Et donc là, on est dans l'Aurore numéro 1, dans les références assumées par Cuaron. Voilà. Alors, il faut savoir que Cuaron a réalisé un des meilleurs Harry Potter. Et il se posait déjà la question de l'illusion et de la question du vrai et du faux, qui est totalement aussi un des sous-thèmes du film qu'on va voir, et aussi un des thèmes actuels. Je parle du principe, si vous voulez, que les films, à partir du moment où on les voit, et là ça me l'a fait quand je l'ai revu, ce film, quand je l'ai choisi, ça dit des choses sur le monde et ça dit des choses sur notre vie. Voilà. Donc vous allez voir, il y a quelque chose avec la question du féminin et de la maternité. Voilà. Donc, moi je vais dédier ce film à ma mère, qui est partie maintenant. Et quand j'ai revu ce film, ça m'a aidé quelque part dans mon processus de deuil. Je vous le dis parce que le cinéma peut avoir cette fonction-là, de vous aider. Et, quand je parle des films qui sont inspirés, qui sont conçus avec une certaine volonté de transmettre, ça peut nous aider à voir les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que les films qu'on a choisis, que j'ai choisis, c'est des films qui sont très durs quand même. Et celui-là, je vous passe au moment où vous êtes pour la plupart démasqués, où on a l'impression de sortir d'une situation difficile. Et ce film, à la fin, vous allez voir, nous amène vers une possibilité d'une sortie de crise. Voyez, donc il est, au moment où je le programme, je ne l'ai pas fait exprès, je ne savais pas que... Donc ça, si vous voulez, on appelle ça, en langage jungien, des synchronicités. Et quand on fait attention, notre vie, alors ça j'expliciterai un peu plus dans la discussion débat, c'est le rapport au temps. Voilà, alors. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi chez Cuaron la thématique du féminin, puisque la femme qui peut sauver l'humanité, c'est une jeune femme. Et on va revoir ça dans Petite Princesse, un de ses premiers films, et dans Roma, qui malheureusement est la propriété de Netflix. Et qu'on a, à cause de Netflix, peu vu en salle. Alors, Zapette fait des ciels. Alors, notre thématique, c'est la traversée du désert, avec, on voit même le film dans l'espace comme une espèce de confrontation avec le vide. Ça, on le retrouve énormément. Il a fait aussi Deserto. Alors, le directeur de la photo, c'est Emmanuel Lubezki, qui travaille pour Terrence Malick. Donc, vous allez avoir le rapport entre le clair-obscur est particulièrement bien fait. Vous allez avoir des trucages invisibles. C'est-à-dire que ce film, notamment la scène de la voiture, elle a été tournée en plan séquence, c'est tout un système d'effets spéciaux, et vous avez un bébé numérique aussi. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Et la musique. Je vais attirer votre attention sur la musique, qui va donner ce qu'on appelle, c'est ce que dit Cuaron, bon, j'ai acheté le CD, dans le CD il y a une note de Cuaron, il dit la musique n'illustre pas le film, c'est un commentaire spirituel. Voilà. Et le musicien, c'est John Tavener, qui est mort en 2013. Et Cuaron écoutait une des compositions de Tavener, qui avait peu composé, presque pas du tout. Et Terrence Malick a repris certaines compositions de Tavener dans Tree of Life, par exemple. Et Cuaron écoutait Song of the Angel. Et il s'est dit que ça serait bien que ce genre de musique soit dans ce film. Il y a un décalage, si vous voulez, entre l'univers de crise, de saleté, et l'élévation et la beauté de la musique. Et donc, la première composition de Tavener a été faite pour le film. Alors pourquoi Tavener fait cette musique? Parce qu'il lit le scénario et il dit que finalement ce film est une très belle expression de ce qui s'appelle le Kali Yuga. Alors, je vous en parlerai un peu plus dans les commentaires. Le Kali Yuga, c'est une conception hindouiste parce que Tavener, il est à la fois orthodoxe et adepte de la philosophie hindouiste. Le Kali Yuga, c'est-à-dire que nous sommes dans l'âge sombre. Et l'âge sombre arrive à son paroxysme, et l'idée c'est qu'on ne peut pas tomber plus bas. Et une fois qu'on est tombé bas, on ne peut que se relever. Vous voyez, c'est pour ça qu'à la fin, on a le sentiment de se relever, d'aller vers la lumière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc vous allez écouter Fragments of a Prayer avec la soprano Sarah Conley. Vous ferez attention à ce que la chanson raconte, et je l'ai transcrite à la fin, et ça donne un éclairage un petit peu différent que la première lecture littérale du film qu'on va voir. Alors, le film est comme souvent, par exemple, Kubrick faisait souvent ça, il s'inspire d'un livre de P.D. James, Les Fils de l'Homme, et Cuaron ne l'a même pas lu. Il a juste lu le synopsis.
Par contre, il le fait lire à son co-scénariste, et le film qu'on va voir est une trahison de ça. C'est là où on reconnaît un bon cinéaste, c'est qu'une adaptation littérale d'un roman n'a aucun intérêt. C'est justement là où il n'y a la patte de l'artiste. Alors, pourquoi la question de la dystopie, c'est quelque chose que je vais expliquer rapidement. La dystopie, c'est le contraire de l'utopie. L'utopie, c'est le lieu merveilleux qui n'existe pas. Alors, aujourd'hui, on nous a vendu le progrès comme quelque chose de merveilleux, mais on voit que le progrès peut être un esclavage. On nous a vendu la science comme un moyen de guérison, mais aujourd'hui, il y a des polémiques sur un certain nombre de substances, et on se dit, est-ce qu'on nous guérit ou est-ce qu'on nous rend malade? L'État-providence, l'État-providence, c'est potentiellement quelque chose de super, mais à un moment donné, l'État-providence, il peut aussi nous amener vers ce qu'on appelle la dictature du bien, au nom du bien. Et ça, c'est une vraie interrogation. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a écrit la fin de l'histoire, et qui a écrit la fin des utopies. Vous allez voir que cette question de la fin de l'histoire, elle est en sous-texte dans le film qu'on va voir. Et est-ce qu'on ne va pas vers une nouvelle utopie? Alors, c'est pour ça que je veux finir le cycle sur ce film-là. C'est amener l'idée de qu'est-ce que c'est que l'humanité. Voilà. Donc c'est la discussion qu'on aura ensemble, qui est une discussion philosophique, mais que Cuarón a voulu, si vous voulez, impulser à partir d'un film, voilà, qui était plutôt basé sur quelque chose d'un roman. J'ai oublié de dire que le roman de Billy James est un roman plutôt néo-évangéliste. Et là, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que le christianisme, parce qu'il y a des références à plein de religions dans le film, comme vous avez dans Gravity, si vous faites attention. Donc Cuarón est quelqu'un d'œcuménique, au sens où il rentre dans l'essence profonde de la religion et de la spiritualité. Alors, le petit travail que je vais vous demander de faire, parce qu'en fait, pour ceux qui resteront après, nous allons dialoguer, je vais vous poser des questions, puis après, je donnerai mon interprétation du film. C'est de dire que chaque personnage du film, la personne est un masque, et les personnes, elles ont une fonction, elles ont un rôle dans le film. Il y a des images clés, des images qui racontent des choses, donc là en général je vous les montre et je vous les commente, et ensuite on essaie de voir quel est le sens implicite du film. Notamment là c'est effectivement la fin du film. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette fin, qui reste assez ouverte. Et ce film effectivement, qu'est-ce qu'il nous dit du monde de demain? Alors là on est effectivement, on part du cauchemar, alors bon, rêve du cauchemar c'était la thématique globale, et là le film narratif de ce film c'est partir du cauchemar. C'est-à-dire le film qu'on va voir en 2027, c'est l'extrapolation de ce qu'on vit maintenant. Ça veut dire que c'est pas totalement déconnant. Si un certain nombre de gens qui sont déconnants continuent d'émigrer, on pourrait arriver très vite à ça. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est de nous amener que de cette situation de crise extrême, on arrive vers peut-être une nouvelle utopie. Quelque chose. Voilà, et ça on en discutera. Et ça, c'est la fonction du cinéma aussi de porter quelques perspectives. Voilà. Donc, écoutez, je vous retrouve dans 2 heures pour essayer de discuter de tout ça et bon voyage dans un monde de 2027 qui, j'espère, ne va pas trop vous traumatiser. À tout à l'heure. Merci. Ouais, alors on y va. Donc, les personnages de ce film, Les Fils de l'Homme de Cuarón, donc il y a plusieurs personnages, dont le personnage principal qui est joué par Clive Owen. Alors c'est vrai que c'est intéressant de revoir un petit peu pour nous remettre dans l'ambiance les éléments de communication. Première présentation au Festival de Venise, les derniers instants de l'humanité. Vous voyez, aucune naissance depuis 18 ans. Il doit protéger notre seul espoir. Donc effectivement, on a l'impression que c'est un héros. Sauf que déjà dans l'affiche, on voit que le héros il a quand même une sale gueule. Il s'est parasé depuis plusieurs jours et il est devant une fenêtre brisée. Donc c'est pas forcément. Voilà. Et puis là, on a un petit symbole, vous voyez, c'est intéressant, avec on dirait un œil ou une planète qui saigne. Donc ça, c'est le symbole, vous savez, du groupe, ce qu'on appelle les poissons, les fishes. Voilà. Alors, donc ce personnage qui est donc... Voilà. On va parler de ce personnage, de Théo Faron, Clive Owen. Donc je vous laisse me dire un petit peu ce que vous avez ressenti sur ce personnage, sur son parcours. Le parcours du héros, c'est un personnage qui part d'un point A pour aller vers un point B et qui a... alors, est-ce que lui, c'est vraiment un héros par rapport à nos représentations du héros au cinéma? Voilà. Donc je vous laisse la parole. Juste, voilà, levez la main et parlez fort pour qu'on vous entende. Déjà, c'est un gars chanceux parce qu'il gagne aux courses, il échappe à 250 balles à peu près, il est 10 obus. Oui. Même s'il finit par en prendre une. Oui.
il a de la chance. Mais il est quand même tombé assez bas quand même au début du film. Bah, ça correspond à ce que dit le personnage de Michael Caine. Le bonheur, je ne sais plus quel terme il emploie, mais un terme positif, c'est pas le bonheur, mais c'est autre chose. Et ensuite, la chance, c'est-à-dire le fatum, le destin. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais on va voir que ce personnage, effectivement, à la fin, bon, vous avez bien vu ce qui lui arrive, c'est que, voilà, il y passe, hein, quand même. Mais il y passe après avoir quand même fait un certain nombre de choses, et on a un personnage qui a un passé assez chargé, quand même. Alors, je vous laisse peut-être dire d'autres choses sur ce... se dire effectivement, est-ce que c'est un personnage qui vous touche? Est-ce que vous arrivez à vous identifier à lui? Parce qu'un film fonctionne aussi si on s'identifie. Ce film n'a pas marché quand même, hein, quand il est sorti. Il a marché à peu près 10 ans plus tard, quand il a été édité, quand il est ressorti. Mais en 2006, on passe à côté du public. Ça veut dire a priori qu'il n'y a pas eu d'identification à ce personnage. Alors je ne sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce personnage? Je vous laisse donner votre... Ouais. Bah, il cherche à nous le rendre sympathique, et notamment il n'arrête pas de se blesser les pieds, etc., de marcher avec des chaussures improbables. Donc il y a des clins d'œil qui sont censés nous rapprocher de lui. Il a ce contact avec les animaux aussi, le chaton qui lui grimpe le long de la jambe, les chiens qui ne personne et qui lui font fête. Ça tombe, voilà, tout à fait. C'est un point sur lequel je voulais... Ils t'aiment bien et ils aiment personne en général. Alors, sur la question des pieds, moi je m'étais permis de faire un rapport avec la carte du tarot, le mat. Le mat, c'est le fou, l'insensé ou le vagabond. Le mat, c'est quelqu'un qui marche en général pieds nus, donc il a les pieds rouges. Alors soit il a les pieds en sang, soit il a des chaussons rouges. Il y a plusieurs façons de voir le mat, mais il a un chien qui à chaque fois... Alors bon, donc on peut voir ça, je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu Cuarón, mais le personnage du mat, c'est quelqu'un qui a perdu, si vous voulez, le sens et qui erre dans le monde, hein, à la recherche de quelque chose. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de faire cette analogie-là, surtout dans le film, il y a tout un sous-texte avec les animaux, on verra dans les images clés, où Cuarón utilise les animaux. Alors je sais pas là si dans sa tête il fait une référence vraiment au tarot. Hein. Moi c'est moi qui fais le lien, mais vous verrez que pour une autre image que je vous montrerai après, il y a une référence évidente à quelque chose de la culture populaire, que je vous ferai deviner après. Voilà, alors d'autres éléments sur Théo Farone. Monsieur. Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il se donne du mal pour montrer qu'il a plus de sensations, plus rien. Il essaie de se... il picole, il essaie de se donner des sensations, mais il en a plus tellement. Et puis bon, il n'a plus aucun sentiment de rien. Mais en même temps, il se donne aussi du mal pour nous raconter qu'il a été un type très très bien il y a longtemps. Puisqu'il nous raconte que son histoire avec Julianne Moore, on comprend qu'elle a très confiance en lui, et on comprend qu'il a été un activiste, qu'il a été un mec bien, ou en tout cas qu'il a été un mec engagé il y a longtemps. Et c'est ça. Après, donc, du coup, tout le truc est qu'il recommence à sentir des choses et à être touché par les choses. D'où l'idée, effectivement, d'éprouver le monde avec ses pieds. Hein, le pied, c'est le contact avec la terre, avec la matière. Donc, quelqu'un qui picole, effectivement, il est dans des domaines éthérés. Hein, il est donc là, c'est le contact. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'être engagé, c'est forcément bien? Vous voyez, on va en discuter, parce que le groupe des Fichies de Julianne Moore, c'est là où le film, à mon avis, a déplu, parce que, bon, ça j'en reparlerai quand je parlerai de Julianne Moore, c'est que par rapport à nos codes, d'un côté on a des méchants, hein, en ce moment on nous joue ça quand même, hein, on a des méchants dans les pays de l'Est, je ne vais pas donner les noms, mais il y a un gros méchant, puis il y en a un qui est un peu moins méchant, et puis, alors, est-ce que ce discours médiatique, il est vrai? Est-ce qu'on nous vend des choses? Et là, ce film-là critiquerait presque des choses autour de ce qui se passe, voilà, donc c'est intéressant. Donc cette idée ça pose la question de l'idéologie et de l'engagement finalement. Hein, voilà. Moi je ne réponds pas, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors d'autres éléments par rapport à ce personnage. Monsieur ? A priori, il est contre la violence, puisque dans son échange avec Julianne Moore, il les accuse des attentats, et il dit depuis qu'on a fait, je ne sais plus lequel, on a arrêté, mais lui dans son image, il est resté sur l'idée que c'était un groupe terroriste. Donc on peut avoir l'impression qu'il a arrêté d'être un militant parce qu'il n'était pas d'accord avec cette ligne-là. Et oui, et ça c'est intéressant, parce que jusqu'où finalement, quand on combat le système, on ne devient pas le système en miroir, vous voyez, hein, voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience. Et donc la question c'est comment
en tant que personnage, et je pense que c'est la question que se pose Cuarón, et c'est peut-être pour ça qu'il fait du cinéma, hein, c'est de se dire, finalement, on est dans un monde terrible, comment je peux régler le problème du monde? Est-ce que c'est en m'engageant? Alors après, moi, je pense que je ne fais pas de discours anti-militant, je pense que chacun fait un peu comme il le sent, mais c'est vrai que là, voilà, il y a une vraie question existentielle. Et je pense que du coup, vous l'avez bien perçu, et ça a le mérite de la poser. Mais on est en dehors de tout manichéisme, vous voyez, au sens où ce personnage, il est à la fois, on peut le voir comme une espèce de pauvre loser, et en même temps, on peut comprendre, vous voyez. Alors, si je développe un peu plus, si je reprends, si vous voulez, les éléments, je reprends d'ailleurs Théo Pharon. Hein. Théo, c'est Dieu, et Pharon, c'est le phare, donc ça veut dire la lumière de Dieu. Donc, si vous voulez, Cuarón fait comme avec la musique, qu'on dira, c'est que le nom du personnage renvoie à cette idée que quelque chose, il est l'instrument d'une force qui le dépasse. Mais ça, c'est pas forcément évident quand on voit le film, d'accord? Mais c'est dans son nom. Okay, parce que l'étymologie de Théo Pharon, ça veut dire ça. Donc c'est l'idée du guide. Et le mat, je vous rappelle dans le tarot, c'est celui quand même qui est aussi il a son bâton, c'est le pèlerin, et ça peut être aussi le guide de haute montagne, vous voyez. Donc on a cette image aussi qui est intéressante. Alors, si on reprend les éléments, hein, bon, il y a ça aussi qui est important. C'est l'idée de son fils qui est mort de la grippe. Et il y a eu une pandémie de grippe. Intéressant parce que, bon, hein, on connaît ça un petit peu. Hein. Donc en 2006, c'était pas forcément, il y avait H1N1, peut-être il y a des trucs, mais c'est pas développé plus que ça. Hein. Mais en tout cas, on a l'idée aussi du deuil. Hein. C'est un point qui est intéressant. C'est le deuil, et on peut comprendre, hein, du coup, bien entendu. Voilà. Alors, après, pour avancer, Julianne, qui est jouée par Julianne Moore, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme qui a effectivement une apparition très très brève dans le film? Parce que il nous la tue très vite quand même. Hein. Alors, sur ce personnage, qu'est-ce qu'elle peut représenter, elle? Je sais pas, hein, mais je la verrais comme une deuxième partie du personnage de Théo. Ce serait son passé en fait qui meurt pendant le film et que parce qu'elle meurt, lui il arrive à reprendre les rênes de son combat en mettant de côté la violence, vu comme disait monsieur devant qu'il est pacifique, on ne voit jamais utiliser une arme ou quoi dans le film. Deux portières et une masse, hein. Une batterie plutôt. Ouais, voilà, juste ça, c'était extrêmement nécessaire, quoi. Sinon, et sinon il tue personne. Et du coup, je me dis que ce personnage-là représente ça, quoi. C'est son passé qui meurt et là il va pouvoir prendre en main son destin et à la fin l'accomplir. Ouais. Alors, en termes jungiens, ça serait son anima, c'est-à-dire son double féminin, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ont été un couple très unis. Hein, et qu'elle, alors, par rapport à son groupe, hein, on voit bien que dans le groupe, il y a des dissensions, parce que vous avez bien compris qu'elle est tuée par ses propres... il y a une lutte de pouvoir au sein des poissons, les fishies, et elle en est la victime. Donc, si vous voulez, on est sur un attentat sous faux drapeau, ça veut dire c'est organisé par les mêmes... c'est-à-dire ce que ces gens-là peuvent reprocher au gouvernement, hein, dans les milieux activistes, on dit que les gouvernements font des attentats sous faux drapeau. Souvent on se rend compte que dans les milieux activistes, ils se liquident aussi les uns les autres, comme à ceux qui a un effet miroir assez désolant hein, là-dessus. Alors effectivement, on voit bien le lien qui est très profond entre ces deux. Donc on peut penser déjà hein, qu'il y a un lien d'amour entre les deux. C'est pour ça que même si elle le voit totalement déchu, elle dit c'est lui qui va résoudre ça. Parce qu'elle sait qu'il est capable d'aimer. Parce qu'ils se sont sans doute beaucoup aimés. Voilà. Et ça, c'est assez... Quand ça arrive vraiment entre un homme et une femme, c'est quand même un truc super. D'accord ? Donc du coup, et effectivement, le fait que, comme vous avez bien dit, qu'elle disparaisse, ça, lui, finalement, c'est comme s'il prenait son énergie et que ça va lui donner peut-être la force d'accomplir. Hein ? Et donc il y a une espèce de transmission, mais pas dans le sens qui se passe au niveau... la transmission, elle ne se fait pas dans les fichiers, puisqu'en fait, il y a des conflits d'ego. Vous savez, dans toutes les associations humanitaires, hein, l'être humain, il a un ego, et c'est des conflits de pouvoir. Là, on est sur
une transmission d'un ordre beaucoup plus subtil, qui est basé sur l'amour et pas sur l'ego. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est une bonne lecture du personnage, ouais, tout à fait. Sur l'amour et sur la confiance aussi. Oui. Parce que quand tu lui dis pourquoi tu t'adresses à moi, etc., elle Ouais. lui dit parce que je te fais une confiance absolue. Ouais. Et ensuite, il y a la jeune qui explique qu'elle lui fait confiance parce que Julian lui a dit qu'elle Voilà, pouvait, c'est ça. etc. Totalement. Et c'est pas évident, a priori, de faire confiance à un mec qui HS comme ça. Vous voyez, si on connaît pas le background et que si on sait pas que ce mec, il est capable des fois de... Voilà. Ok, monsieur? Oui, pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'anima, à un moment, quand il y a la discussion avec Michael Caine sur les couples inséparables, et genre Lennon-McCartney, quelqu'un dit Julian et Théo. C'est ça. Et on a cette image avec aussi le couple qui est joué par Michael Caine, qui maintient sa femme en vie, hein, qui est catatonique, et il est toujours avec elle. Donc on voit bien cette espèce d'histoire d'un amour, et effectivement la figure de John Lennon est très présente là, bien entendu, totalement. Voilà, alors, voilà. Alors, donc si on prenait, moi j'ai pris une photo, vous voyez, l'anima c'est la complémentarité entre le masculin et le féminin, donc c'est un artiste contemporain qui a fait ça. Alors ça serait une anima guerrière effectivement, mais ce qui est assez beau c'est que finalement Clive Owen, il va réussir à reprendre cette énergie, hein, mais comme vous le dites, sans tomber dans la violence. Et donc il va être le guide, hein, c'est pour ça que l'image du mat du tarot est à mon avis très bien pour représenter ce personnage qui chemine et qui va d'un point A vers un point B, et en passant par le point ultime qui est le sacrifice. Hein, on va en parler à la fin. Voilà. Alors, si on prend ce personnage-là, quand même, hein, qui est joué par un acteur qui s'appelle Chiwetel Ejiofor. Luc, alors rapidement, ce personnage, moi je ne l'avais pas trop vu venir au début, donc il est dans les fichies. Bon, quand même en parler, parce que est-ce que c'est le grand méchant du film? Est-ce que c'est un méchant? Parce que beaucoup de gens, ce film n'a pas trop marché parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant genre Dark Vador dans le film, on est d'accord. Mais quand même, que dire de ce personnage-là? C'est un suiveur. Un suiveur, ouais. Ouais, c'est un lambda. Mais il me semble que c'est quand même lui qui intrigue quand même pour faire éliminer... Oui, c'est le traître. Hein. Voilà. Et c'est plus que ça, parce que, alors, en même temps, est-ce qu'il a l'envergure de Julianne Moore? Sans doute pas. Hein, c'est-à-dire, on est sur la figure du traître, la figure du Judas, on a envie de dire, hein, qui est classique depuis l'histoire. Donc, c'est pas un personnage qui demande trop de réflexion. Je sais pas si vous savez que Oui. c'est pas vraiment un Judas, parce que le Judas, il a Oui. pas vraiment d'ambition pour lui-même, il est juste Oui. animé par l'argent ou quoi. Là, c'est quelqu'un qui a une idée différente de comment doit être l'engagement, Oui. et lui, il pense que pour triompher, ben, on peut le faire que par la force, il le dit à la fin. Ouais. Et en fait, il ne pense que ben, c'est intéressant pour moi pour quel type d'engagement qu'on peut avoir, et lui, il pense que la radicalité, le combat, que la solution peut passer que par ça, que par le combat. Et donc, comme elle n'y croit pas et qu'elle veut faire disparaître, faire éloigner l'enfant, il finit par... pour lui, tout ce qu'il fait, il me semble, pour lui, est nécessaire à ce qu'il gagne le combat. Ouais. Donc, bon, il met donc, du coup, il met un mouchoir sur toute son éthique. Mais du coup, je ne trouve pas que ce soit un Judas, c'est pas un Judas, c'est quelqu'un qui veut prendre, qui va au bout de ses convictions, mais les convictions, il va au bout de ses convictions, des convictions qui sont Alors, oui, mais violence, quoi. Quitte à faire éliminer quand même la figure charismatique. Quitte à faire, parce qu'il pense que c'est nécessaire. Parce qu'il pense que c'est nécessaire. Alors, bon, ça pose la question de l'engagement et de la radicalité du combat. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis que ce personnage mettrait l'idée de l'ombre ou de la fausse lumière. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a peu de gens qui apparaissent comme des grands méchants. Genre les nazis, c'était évident que les nazis, si vous voulez, ils étaient quand même pas très sympathiques quand ils étaient à Paris et qu'ils défilaient, hein, et qu'ils déportaient les juifs. C'est évident que là, il y avait un truc, on les voyait venir. Par contre, il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, que s'il y a des résurgents du nazisme, ça serait dans tous les gens qui ont mis le programme. Vous savez que Von Braun a travaillé avec les Américains sur les programmes spatiaux. Et quand on voit certaines personnes comme Klaus Schwab de Davos, on pourrait se poser des questions sur la résurgence du nazisme à travers l'ultra-capitalisme, vous voyez. Mais c'est moins évident, d'accord? Moins évident de dire qui sont ces gens-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens, si vous voulez, qui sont... Alors, c'est pour ça qu'on parle aussi d'opposition contrôlée aujourd'hui.
c'est de dire qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais finalement, ils arrivent à avoir les mêmes systèmes de travail, de pouvoir que les gens qui le combattent. Hein. Donc lui, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il fait passer l'attentat comme si c'était les gens qui le combattent qui causent l'attentat. Vous voyez ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on reproche au système de faire des attentats sous faux drapeau. Hein, c'est quelque chose dans le monde actuel. Là, il y a tout un tas de débats hein, sur un certain nombre de trucs qui se sont passés. Est-ce que c'est vraiment... je vous renvoie à toutes les polémiques sur le 11 septembre, hein, tout en sachant que je n'ai pas d'avis vraiment confirmé là-dessus, mais je me pose des questions. Voilà, je vais être honnête avec vous, je me pose des questions sur le 11 septembre. Mais je ne serai pas catégorique là-dessus, je ne peux pas l'être. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le type, il veut se servir d'un bébé pour galvaniser ses troupes qui combattent pour le droit des immigrés. Donc, au nom de quoi on utilise un enfant, vous voyez, c'est ça, c'est une question d'éthique. Hein. Et la question s'est posée dans l'actualité sur Extinction Rebellion, dont j'ai parlé. Lors d'Extinction Rebellion, ils ont commis un acte de sabotage en mettant de la nourriture sur des... On s'est posé la question de jusqu'où on va pour défendre l'écologie et la planète, vous voyez ? Mais Extinction Rebellion, c'est quand même vachement gentil. Enfin. Oui, par rapport à d'autres choses, oui, ça pourrait être pire. Oui, oui, d'accord. Donc après, voilà, bon, je ne vais pas faire plus de parallèles parce que c'est un peu hors sujet. Mais bon, mais c'est-à-dire que justement, il y a peut-être des gens chez Extinction Rebellion qui trouvent que c'est trop gentil et qui vont peut-être faire comme dans le film, vous voyez ce que je veux dire ? Oh, bah dans ce cas-là, ils vont pas chez Extinction Rebellion. Ils vont plutôt directement chez Greenpeace ou Sea Shepherd. Oui. On est tombé sur une spécialiste là. D'accord. Non, mais franchement, Extinction Il y a des Rebellion, gens intéressés, alors je veux dire, ils sont attention. mignons, mais au bout Le d'un débat moment, va dévier. Mais en tout cas, sans mettre des noms forcément derrière tout ça, la question du combat pour la planète aujourd'hui, là on est sur la question des migrants, vous voyez. Donc c'est vrai que on va avoir... Alors, bon, comment c'est instrumentalisé sur le plan électoral, la question du migrant. Il faut voir un petit peu comment... Voilà, je ne vais pas vous donner par rapport aux élections, mais il y a des enjeux qui sont terribles là-dessus. C'est l'idée comment on arrive, et ça renvoie au projet humanité, comment on arrive à faire une seule humanité avec des nationalités différentes. Comment on arrive à concevoir un universalisme en dehors d'un système capitalistique qui essaye de nous, et pourtant moi je suis ni de droite ni de gauche quand je vous dis ça, mais ça pose une vraie question, et c'est une des questions que pose le film, et qu'on va expliciter un peu plus à la fin. D'accord ? Voilà, alors on continue. Pardon, il y a une dimension aussi supplémentaire de Luc que vous n'avez pas évoquée, c'est que c'est un lâche. Parce Oui, qu'au moment de la fusillade, de la poursuite avec la voiture, etc., il est vraiment mort de trouille. Ouais, mais c'est ce qui fait... Alors même que c'est lui qui a commandité la chose. Ensuite, quand oui. ils sont dans la ferme, il commande aux Polonais là, de tuer les autres, il dit tue-les après qu'on sera parti. Ouais, Lui, il tout ne à se fait. salit pas les mains. Ouais, Et il dit la même chose ouais, au fou furieux dans le cousin mal terminé. Ce qui fait que le personnage n'apparaît pas, vous voyez... Et enfin, Théo, il lui tire dans le dos. Ouais, exactement, vous avez raison. Donc ça montre bien ce personnage, il n'a pas même l'envergure d'un grand méchant, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est là où c'est le personnage, et aujourd'hui on est face à ça, c'est-à-dire que c'est ce que Hannah Arendt disait, c'est qu'à un moment donné, c'est la banalité du mal. Hein. C'est les petits chefs de bureau qui à un moment donné exécutent des ordres à la con, et dernièrement on a été pas mal quand même dans des choses comme ça quand même, hein, je pense, sur des espèces de trucs, il faut argumenter, est-ce que c'est juste, pas juste, ben non, on fait appliquer des règles. Hein. Voilà, alors Pardon, et pour finir, une des raisons du mauvais accueil du film en 2006, ouais. C'était une raison qu'on qualifierait aujourd'hui de racisé, le terme n'était pas employé à l'époque, Oui. parce que c'est le noir qui est le méchant et qui fait tuer la gentille blanche. Et et tout ça dirigé par un Mexicain. Là, ça avait ronflé. Je savais pas ça. Peut-être. Ouais. Alors, sur le personnage de qui elle est quand même assez étonnante, cette dame. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte dans le film, ce personnage ? Elle apporte un truc intéressant. Au moins. Oui ? Du comique. Du comique, un petit peu, ouais. Mais c'est pas un film très rigolo, quand même, dans l'ensemble. Non, mais quand elle parle, ça rajoute une touche de légèreté, quand même. Ça, exactement. Et même plus, à un moment donné, non ? Plus que de la légèreté, oui. C'est une figure maternelle aussi. Figure maternelle, voilà. Elle s'occupe de qui ? C'est une ancienne sage-femme. Ouais. Mais elle a une autre fonction, quand même, à un moment donné, dans le film. Mais qui, ça veut dire la clé elle donne pas une info hyper... Si. Elle donne une info qui permet de résoudre je sais plus, mais... Le lieu de rendez-vous. Ouais. Ouais. Et puis à un moment donné, elle dit une prière. Oui. Peut-être que la prière a marché. Et ben, elle dit une prière et c'est une prière bouddhiste. Vous voyez ? Donc si vous voulez, c'est un personnage qui renvoie à ce côté féminin sacré, hein, qu'on a dans beaucoup de films, c'est ça qui est intéressant. Alors quand je parlais de... Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, là je vous ai parlé de la dame... quand je parle de... Excusez-moi, j'ai fait
Donc qui c'est la personne, je vous ai parlé d'elle, hein, mais voilà. Mais là l'idée c'était aussi qu'on parle de la jeune femme, elle, qui c'est elle. Et elle, son prénom, j'ai un gros doute en fait. Myriam. Myriam, voilà. Alors, C'est Marie. Hein. Myriam c'est Marie, hein, ouais, c'est pour ça que je voulais mettre les deux ensemble, puisqu'on est dans les deux figures du féminin sacré, Marie-Madeleine, si vous voulez, le côté sacré qu'on a bien vu avec la scène de la prière, et puis effectivement la jeune femme qui est l'avenir de l'humanité, qui s'appelle Qui, avec quand même des scènes comme ça où elle se retrouve avec des animaux, d'accord? Donc la question des animaux par rapport à la crèche, c'est quand même assez marrant. Hein, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage, de Qui? C'est Gavroche. Hein. Ouais. Au féminin. Au féminin. Alors Gavroche était peut-être un peu plus militant et un peu plus... je ne sais pas si l'image de Gavroche est totalement... si on peut vraiment la comparer à Gavroche, pas sûr. Mais déjà, ce personnage, quel est le fait qu'elle soit noire, le fait qu'elle soit enceinte? Alors, elle est enceinte comment? Par l'opération du Saint-Esprit? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une référence? Enfin, voilà, comment vous avez perçu l'histoire? Voilà. A priori, elle a l'impression qu'elle est d'un viol, parce qu'elle quand elle mentionne le père, elle dit je ne sais pas lequel de ces salopards c'était. Voilà. Donc on est d'accord que Cuaron ne va pas aller il va pas nous faire le coup de l'opération du Saint-Esprit. Hein. Il renvoie quand même l'idée, et c'est très juste, la plupart de ces jeunes femmes qui viennent, on abuse d'elles sexuellement, c'est évident. Les passeurs, quand une jolie fille comme ça, elle se fait violer, c'est terrible. Je veux dire, donc là, le film est vraiment ancré dans du drame des migrants. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un drame terrible. Hein. La question de la migration et de l'exploitation sexuelle des femmes, ça. Mais effectivement, cet enfant, il est effectivement l'espoir. Et la façon, par contre, dont il la met en scène, vous voyez, dans cette image-là, même s'il n'y a pas l'idée du Saint-Esprit, on est dans une image quasiment biblique de l'étable, là, vous voyez, où elle apparaît et sa nudité est magnifique, là, j'ai envie de dire, la façon dont l'image est composée. Voilà, donc c'est intéressant, c'est qu'il y a à la fois dans l'histoire narrative un ancrage sociétal indéniable, mais dans la façon dont il met en image, on a la référence au sacré, à chaque fois, presque. Et c'est pour ça que ce film est vraiment intéressant sur ça. D'autres points de vue là, sur ce personnage? Alors, on va avancer. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est le rapport. Alors, pourquoi il a choisi une noire? Parce qu'effectivement, vous voyez, si je prends, c'est une BD de Liberator qui dit que l'humanité serait née en Afrique et on aurait un rapport. Alors, si on croit que l'homme descend du singe, moi je dis que c'est une hypothèse, mais c'est l'idée que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, reprendre une africaine pour sauver l'humanité, c'est voilà, être dans cette filiation. Voilà. Et aussi, alors si on est sur le rapport à l'alchimie, ce qui m'intéresse, c'est l'idée des vierges noires. Hein. C'est l'idée du féminin sacré qu'on retrouve. Voilà. Moi, c'est ce que je vous propose. Alors là, on est sur un truc un peu scientifique et je ne dis pas que je suis totalement... voilà. Mais Cuaron, c'est vrai qu'il fait cette référence à l'origine de l'humanité en Afrique avec le personnage de Qui. Voilà. Alors, on parle de Jasper Palmer, qui est joué par Michael Caine. Alors, Michael Caine, qui joue le rôle contraire de Alfred dans Batman. Vous voyez, il est totalement bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Jasper Palmer? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, hein, mais quelle fonction il a dans le film par rapport à... Il incarne l'ancienne Angleterre. Ouais. Angleterre. Les Beatles, Angleterre. Oui, c'est ça, le rapport aux Beatles, le rapport à la pop culture. Tout le film est mis que des bouts de... On a l'impression un peu d'un chaudron où on a mis plein de références de partout. Oui, il y a énormément de références. On va voir dans les images clés que je vous montrais tout à l'heure. Il y a des références à la vache folle, plein de choses de la culture. Populaire, totalement. Hein. C'est vrai que là, on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc le type, c'est un ancien cartooniste, donc il fait du dessin de presse. Bon, la référence à John Lennon, hein, on l'avait noté tout à l'heure, hein, la question de l'amour entre Yoko Ono et la complémentarité artistique et créative. On imagine qu'il l'a eu avec cette femme qui est catatonique et qui maintient, qui nourrit encore. Hein. Donc ça, c'est un amour très fort quand même, d'être capable de s'occuper de sa femme et de la maintenir, plutôt de la mettre dans un EHPAD ou dans un truc voilà, où les vieux sont laissés dans des situations dégueulasses aujourd'hui par des salopards. Ouais, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, oui, il y a cette idée. Alors par contre, effectivement, en termes d'évolution, il est devenu cultivateur de cannabis, quoi. Donc voilà.
et vous avez vu qu'il fait du trafic avec le mec qui s'appelle Sid, dont on va parler plus tard. Voilà. Donc est-ce que c'est pas aussi un personnage qui a subi une forme de déchéance dans son parcours de vie? Je sais pas. Donc en tout cas, si on reprend les archétypes, si vous voulez, ce personnage, mais j'hésite un peu à le dire, mais pour Théo c'est sans doute vrai, c'est la figure du mentor ou du sage. C'est pour ça que Théo, à un moment donné, va le voir. Mais Théo, en fait, il perd tous ses repères dans le film. Il perd sa femme, il perd son mentor qui se fait buter aussi. Donc il se retrouve de plus en plus tout seul. Et donc comme il est de plus en plus tout seul, il doit continuer à avancer et à faire le dernier truc qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire protéger cette jeune femme, quoi. Donc c'est intéressant, cette perte de repères. Et c'est aussi, si vous voulez, la question de tout ce qui s'est passé dans les années, la question du New Age que symbolise ce monsieur. C'est est-ce que le New Age a vraiment réussi sa mission? Le New Age, c'était on nous promettait un monde merveilleux de paix et d'amour. Sauf que ce monde merveilleux d'amour, il était rendu possible grâce à une drogue, et donc pour modifier le changement d'état de conscience. Bon, qu'est-ce que ça donne? Quand on voit le monde aujourd'hui, on se dit que la philosophie New Age, alors après on nous promet le passage dans la 5e dimension bientôt. Bon, donc je vous invite à vous interroger là-dessus, d'accord? Je ne vais pas prendre parti, mais c'est aussi peut-être dans ce film montrer une forme de faillite de ce genre d'idéologie. C'est-à-dire que malheureusement, si vous voulez, toute bonne idée, à un moment donné, a tendance à se scléroser, à devenir un système et à... Voilà. Alors, ce personnage, il est aussi intéressant, je pense, qui est Nigel, le cousin qui est ministre. Alors lui, alors on reparlera du cochon qui est derrière lui tout à l'heure dans les images clés. Mais qu'est-ce qu'il représente? Il sert à quoi dans le film, ce personnage? Pourquoi, d'après vous, Cuaron l'a mis? C'est un personnage qui est plutôt sympathique, ou enfin, ce qu'il fait, est-ce que vous avez compris, il conserve des œuvres d'art? C'est plutôt sympa ce qu'il fait, ou quel est le rôle de ce type? C'est très ambivalent parce qu'à la fois il essaie de sauvegarder des grandes œuvres du monde, en même temps c'est totalement dérisoire, d'abord parce qu'elles sont enfermées, donc personne ne les voit alors qu'elles vont dans des musées, et en même temps lui-même reconnaît que ça ne sert à rien, puisque comme dit le héros Théo, de toute façon dans quelques années, il n'y aura plus personne. Et il y a même une scène coupée où il voit un tableau de Rembrandt, il regarde un autoportrait de Rembrandt, qui est un de ses derniers autoportraits avant de mourir, et il regarde ça, il dit bon, de toute façon, à quoi bon regarder tout ça. Donc c'est vrai que c'est un mec, ils ont coupé la scène, et donc c'est effectivement une espèce de truc de capitaliser, c'est la ruse ultime d'un capitalisme, de vouloir, et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a énormément d'œuvres qui partent dans des collections privées, je parle que ce soit des dessins ou des choses comme ça, et les gens ils gardent ça dans des coffres forts et ils ne les montrent pas, avec l'idée de préserver le patrimoine. Mais ça pose la question, c'est quoi la fonction d'une œuvre d'art? Est-ce qu'elle est faite pour des riches ou est-ce qu'elle est faite pour être partagée? Et ça c'est quand même une vraie question qui mérite d'être posée. Donc ce type, effectivement, on se pose même la question, est-ce qu'il aime ses œuvres d'art? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux conceptions de l'art qui sont montrées. Alors, vous connaissez cette pièce-là? Guernica. Ouais. Guernica, qui représente, si vous voulez, la question de la guerre, donc, par rapport à la thématique, mais on est dans l'art de Picasso, donc on est dans quelque chose de non figuratif, et l'art de Picasso, c'est un art plutôt chaotique, c'est-à-dire qui est basé sur les impressions, les pulsions, et voilà. Et à contrario, on a cette œuvre d'art qui est montrée, après, qui est effectivement le David de Michel-Ange, que Théo va regarder. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand Théo regarde ça, Théo est une ombre et le David est dans la lumière. Mais il y a cette idée qu'on a chez les néo-platoniciens, et donc à Florence, c'est que l'homme est tombé dans la caverne, l'homme est devenu une ombre, et qu'avant d'être dans l'ombre, l'homme était un dieu, vous voyez? Donc la façon dont cette image est composée renvoie à cette idée de la chute de l'homme. Et qu'à travers l'art, il y a une fonction transcendante dans l'art de la Renaissance et dans l'art figuratif, de cette idée de ce qu'on appelle la sapienza, c'est-à-dire que l'art, tel qu'il est dans certaines sculptures de Michel-Ange, c'est vraiment l'idée d'arriver à la connaissance de quelque chose qu'on a dans le néoplatonisme. Voilà. Bon. Alors, ce personnage qui est un facho, alors c'est assez, là, effectivement, on a un moment qui est assez rigolo. C'est que, d'ailleurs, ça peut être rigolo parce qu'aujourd'hui, la principale insulte que les hommes politiques se balancent à la gueule, c'était un facho.
Donc c'est assez d'actualité, c'est un truc de se traiter les uns les autres de fascistes, d'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça, le fascisme, vous avez appris, c'est le mode de reconnaissance. Alors, est-ce que Cuarón veut nous dire quelque chose avec ce personnage? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce personnage, moi, il m'apparaît un petit peu bizarre quand même, il y a un truc un peu... Mais en même temps, qu'est-ce que ça dit sur... Est-ce que ça dit quelque chose? Sans doute, il laisse rien au hasard, Cuarón, hein, vraiment là. Oui. Mais il est particulier, il parle de lui à la troisième personne déjà. Ouais. Et puis, il n'a pas l'air câblé. Oui, voilà, il y a des fils qui se touchent plus au bout d'un moment. Ouais. Mais alors, quelle est sa fonction, lui, dans le film? Enfin, concrètement, c'est quoi son rôle? C'est un passeur. C'est un passeur, ouais. Donc, si vous voulez, on a deux figures de passeurs, là. Hein. On a un passeur qui, lui, est plus ou moins désintéressé, qui est dans le don de soi, et lui, on est un passeur qui, a priori, vous avez vu, qui se retourne contre eux à la fin, quand même. Pour quel motif? Pour l'argent. Hein. Ouais. Encore une fois. Donc, on voit bien comment l'argent, c'est la corruption ultime, finalement. Hein. L'argent qui doit être un moyen d'échange est devenu un moyen de théorisation. Le fameux argent magique qui crée l'inflation, qui crée le chaos qu'on est en train de vivre, qui ça va continuer. Et c'est vrai que ce type-là, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un allié. Alors lui, ça serait un peu le trickster, hein, si on prend le trickster, si vous voulez, c'est le passeur, mais c'est le malin génie, c'est celui qui a une double face. Hein. Lui, effectivement, il a la clé pour les aider à passer. Donc il les aide jusqu'à un certain point. Voyez, donc voilà. Hein. Et donc ça apporte un petit peu de rigolade dans le film, mais ça dit quand même quelque chose d'assez terrible sur cette société. Hein, où effectivement, aujourd'hui, eh ben, on a des guignols hein, qui apparaissent comme hommes politiques. Alors je ne vais pas citer de nom, hein, mais vous comprendrez peut-être mes allusions. Hein, des guignols qui apparaissent du jour au lendemain dans des débats politiques. Voilà. Les guignols de l'info, ça n'existe plus, mais ça existe dans le réel aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où ça devient embêtant. C'est un gros symptôme de la crise de notre société, ça. Voilà. Il y a aussi une autre chose amusante, Oui. je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, Oui. mais Peter Mullan, l'acteur, c'est un acteur fétiche de Ken Loach. Oui. Donc là, il est dans un contre-emploi absolu Ah par ouais, rapport au totalement, rôle qu'il a vous avez d'habitude. Ouais, totalement. Exactement. Le Mullan joue très très bien d'ailleurs. On voit que c'est un bon acteur, donc il est capable de jouer. Alors, les images clés, je vais vous faire commenter certaines images parce que c'est intéressant. Alors, ça c'est juste pour nous montrer, quand même, il y a une référence hein, avec les écrans. Alors, c'est une référence à quoi ça? Seule la Grande-Bretagne résiste et compagnie. Deuxième Guerre mondiale. Oui, et par rapport à l'imaginaire le fait qu'il y a un écran, qu'on nous balance des trucs sur des écrans, c'est quoi ça? Alors, il y a un film de Michael Radford, je crois qu'il passe dans le site Dystopie. Il y a John Hurt qui joue. 1984. Et ouais, 1984. Hein, on communique par des écrans interposés, hein, on est d'accord. Alors après, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, les articles de journaux. Est-ce que vous avez fait attention à ce que racontent les articles de journaux? Là, il faudra faire des pauses. Alors pour info, ces articles de journaux, c'est des faux. Ils ont été spécifiquement réalisés pour le film. Il va loin quand même, Cuarón. Hein. Alors, donc là, par exemple, vous avez tunnel sous la Manche, fermé, étranger égale clandestin. Si vous voulez, ça explique un peu tout le hors-champ du film, c'est-à-dire comment on en arrive là, hein, là où on est. Alors, est-ce que vous avez, ça j'aurais dû vous demander de faire attention plus là-dessus, est-ce que vous avez, si vous êtes hypermnésique, peut-être que vous avez perçu des trucs, sur qu'est-ce que racontent ces articles de journaux? Mais il faut vraiment le savoir avant de voir le film. Hein. Alors, je vais vous donner, parce que j'ai fait des petites recherches sur Internet, et je vais vous montrer. C'est un certain nombre de choses intéressantes, vous voyez, qu'a vu, effectivement, et là on rentre dans la dystopie. Il y a un article sur la destruction par le feu nucléaire de New York et d'une partie de l'Afrique. Il y a le mise sur le marché de drogues de fertilité. Effectivement, comme les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, bah on essaye, sauf que ces drogues, c'est des drogues factices. Et elles tuent les gens. Parce qu'effectivement, il y a trop de monde sur Terre maintenant. Donc il faut dépopulariser. Hein, voilà. Il y a des médicaments légaux qui sont donnés, et des antidépresseurs. Et même, il y a même des kits de suicide. On parle du programme Quietus. Donc on légalise le suicide aussi. On vous permet, si vous voulez partir, bah allez-y. Voilà. Donc on est dans cette espèce de truc un peu... voilà. La maladie de la vache folle. Il y a une pandémie de grippe aussi qui est arrivée. Hein. La surveillance accrue des mosquées britanniques par les forces de police. Le bombardement des puits de pétrole saoudiens qui a mis en danger l'approvisionnement mondial. La reconversion des villes du sud de l'Angleterre en camp de réfugiés. Voilà.
et effectivement l'interdiction de toute immigration à destination du Royaume-Uni qui justifie le travail de SILT par exemple, hein, à un moment donné, de réguler ces flux migratoires. Donc effectivement, on a bien un univers cohérent qui n'est pas, alors c'est le choix de Cuaron, hein, de ne pas nous assommer d'informations concernant cet univers. Hein. Il pense que le film peut, et aujourd'hui quand on le revoit, le film, peut-être qu'il prend une espèce d'actualité troublante. Hein. Je ne dis pas qu'on en est totalement là, mais c'est vrai qu'on peut quand même se dire que, voilà. Alors, l'idée de partie, on est sur la BBC, bébé Diego mort à 18 ans. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi il choisit, d'après vous, sur le plan narratif, qu'est-ce que ça apporte, ça, cette histoire? Disons, il y a une critique sous-jacente, hein, c'est ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'à chaque fois, Cuarón est très critique vis-à-vis de la société moderne. Alors, bébé Diego, c'est des idoles factices. Ah oui, vous vous rappelez de Jordi, je suis un bébé, Oui. c'est une époque, bon, je ne sais pas ce qui est devenu Jordi, je pense qu'il a fait une dépression après, hein, mais il n'a pas été très bien. Oui, c'est ça, c'est tout le système de la télé-réalité, où en fait on met en avant quelqu'un parce que, non pas parce qu'il a un talent, mais parce qu'il a une fonction, il est le dernier né, voilà. Et effectivement, on est idole factice, mais ces idoles factices, dès que, effectivement, il est assassiné. Donc il devient la cible une cible marquée. Donc on est sur un monde qui va pas bien du tout, quoi. Hein, c'est évident. Alors bon, la question de l'art, on en a parlé, hein, de la privatisation de l'art. Donc la culture est devenue, vous voyez, la seule culture qu'ont les gens finalement, c'est pas tellement ça, c'est plutôt les aventures. On peut imaginer qu'on avait des séries sur la vie de bébé Diego, fait les courses, bébé Diego va à la piscine. Enfin, vous voyez, on peut imaginer que c'était ça. Hein, ou alors d'avoir des émissions sur la vie de Michel-Ange. C'est-à-dire que la culture, c'est aussi devenu ça. Et on peut se poser la question, aujourd'hui, la production culturelle et télévisuelle, c'est Plus belle la vie, c'est des trucs qui nous font voir un si beau soleil, c'est bien, hein, mais bon, voilà. Alors, la question des animaux. Alors, vous voyez, je fais une référence à la ferme des animaux, parce qu'en fait, Cuarón a mis plein d'animaux. Il y a, quand il montre qu'elle est enceinte, les animaux de la scène de l'étable de Jésus-Christ. Et là, on a... Mais pourquoi il y a un cochon? Ça fait référence à quoi, le cochon? Il y a l'album de Pink Floyd aussi. Bravo, voilà, c'est ça. C'est la couverture. Oui. Et l'album de Pink Floyd s'appelle Animals. Et c'est une référence à un bouquin de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux. La ferme des animaux, c'est une fable sur la dystopie et la transformation de la démocratie en dictature. Et pour ceux qui aiment la BD, il y a Marc Batty qui a fait une bande dessinée avec Moebius, qui se trouve, qui n'a pas été rééditée. Et par contre, moi j'étais dans un musée d'art contemporain dans le sud, et il y a eu une nouvelle version de La ferme des animaux par un dessinateur. Vous voyez, donc aujourd'hui, en 1984, il y a eu au moins 3 versions l'an dernier en bande dessinée. Vous voyez, donc ça revient vraiment dans le champ culturel, ces questions-là. Donc l'album de Pink Floyd, hein, Animals. Et effectivement, vous voyez, la ferme des animaux, il est étudié au lycée, et je crois que c'est important. Et vous voyez, vous avez le programme Contre-utopie et dystopie, avec la figure de George Orwell. Donc pour info, il y a aussi un grand scénariste qui s'appelle Pierre Christin, qui a consacré chez Dargaud un biopic sur George Orwell, et je vous invite à lire ça, c'est assez très intéressant. Voilà. Alors, pourquoi à un moment donné, on trouve cette image-là dans le film qui représente une espèce de... Alors, je sais pas qu'est-ce que vous avez vu, vous voyez de quoi? Il y a une main, il y a un avion, si à droite, là on en voit un morceau d'aile, il y avait un avion à l'écran. Qu'est-ce que ça peut représenter, ça? Et pourquoi ça nous est montré? L'histoire, c'est un recommencement. Ouais, c'est ça, il y a l'idée de retour aux arts premiers, quelque part. Hein. Retour aux arts premiers qui est un peu singé dans notre société, puisqu'à un moment donné, il y a un président de la République qui a rien trouvé de mieux que de mettre des trucs africains sacrés avec des esprits dans un musée. Toute la polémique sur les arts premiers, c'est-à-dire prendre des objets religieux qui étaient faits pour être des réceptacles de force machin, et en faire de l'art dans un musée. Chris Marker et Alain Resnais ont fait un truc fabuleux là-dessus. Et voilà, les arts premiers, vous voyez, donc là, un gros décalage entre... Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté de revenir là-dessus, et il y a cette idée, effectivement, de revenir à un art chamanique, vous voyez. Donc
Donc là, par exemple, je vous montre un artiste contemporain qui travaille sur le chamanisme, et c'est intéressant. Le chamanisme, c'est un peu ce rapport à la terre, à la nature, et au transcendant à partir de l'élément terrestre. Voilà. Et ça reste une piste intéressante de lecture du film, hein, aussi. C'est cette idée de réancrer. Voilà. Moi, je l'avais vu comme art échappatoire aussi. S'il y a des gens qui ont des conditions de vie absolument horribles, Oui. mais qui récupèrent quand même, Dieu sait quoi, un bout de charbon ou autre, pour dessiner une main, pour dessiner les avions qu'ils voient les survoler, des choses comme ça. Mais totalement. Mais c'est ce que vous dites, c'est une des fonctions de l'art, hein. C'est une fonction transcendantale de laisser des traces et d'échapper à la misère. Et puis la créativité, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit et qui fait qu'on a l'impression d'être utile. C'est assez sûr. Oui. On voit aussi que l'art, c'est un moyen de communication quand ils cherchent le bateau. Ouais. C'est la seule façon de pouvoir demander ça. Donc c'est aussi, ça crée du lien avec les autres, quoi. On voit que ça reste totalement très important aussi. Totalement. Donc ce film, vous voyez, par rapport au Kubrick, quand j'ai parlé d'Orange Mécanique, Kubrick condamnait l'art contemporain, hein, en disant l'art contemporain aujourd'hui est trop mental et l'art ne sauve pas le monde. Mais sauf que, effectivement, une forme d'art qui devient populaire peut, comme vous dites, créer du lien. C'est très intéressant. Alors là, par contre, on a, Forever Young. Moi, j'ai pris cet écran de publicité. Alors, pourquoi Cuaron met ça dans le film? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et quel écho ça a avec le monde d'aujourd'hui? On voit sur l'image le décor qui est hyper chaotique avec une affiche publicitaire qui vend du rêve et qui se trouve dans un lieu à l'opposé en fait. Donc, mais le rêve, c'est on vous promet la jeunesse éternelle, genre l'immortalité. On est dans un lieu où il n'y a que de la mort. En fait. Oui, c'est ça. Donc il y a un gros paradoxe, on est d'accord. C'est évident. Alors, moi, où je voulais, parce que quand je travaille sur la notion d'alchimie, c'est que l'alchimie, c'est l'idée de l'immortalité sur un plan subtil. C'est pas matériel. Donc c'est pour ça que je parle d'alchimie matérielle. C'est de travailler, donc de promettre aux gens. Alors aujourd'hui, la question c'est, on ne sait pas comment. Hein. Alors peut-être qu'on peut imaginer que quand on lit les articles de presse, que c'est en prenant des pilules. Hein. Sauf que les pilules que les gens vont prendre, il y en a certains qui vont être éliminés parce que les pilules ne sont pas forcément, pour ce que nous vend l'État, et pas forcément bon pour la santé. Hein. C'est un peu ce qui nous est dit dans le film, vous voyez. Oui. Je crois que sur la fiche publicitaire, si vous regardez plan par plan, il y a écrit que c'est de la chirurgie esthétique en fait. Ah, c'est de la chirurgie esthétique. Donc c'est pas forcément des... D'accord. Donc du coup, il faudrait revoir ça. Alors la chirurgie esthétique, c'est intéressant aussi parce que c'est l'idée de ne pas accepter le vieillissement. Hein. Donc de créer... Alors vous avez une série qui s'appelle Nicked Up, je ne sais pas si vous avez vu, qui va très très loin sur la folie de la chirurgie esthétique aux États-Unis. Et comment c'est, si vous voulez, quelque chose de totalement délirant. Hein, et de vouloir singer et de refuser le vieillissement et d'accepter tout ça. Donc on est sur une société qui est totalement déconnectée du réel. Et ça, c'est quand même très intéressant. Voilà. Alors, la question de cette scène-là, qui apparaît comme un élément assez surprenant, je ne sais pas, la scène du cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Ça vous a étonné, vous avez été surpris, ou ça vous semble logique que tout le monde s'arrête de tirer quand on voit une jeune femme avec un enfant? Elle est préparée, hein, la scène. Oui. Parce qu'avant, on voit des dizaines de migrants enfermés qui regardent ça comme un miracle. Ouais, ce qui est le cas, si on réfléchit, dans l'optique du film. Mais que des soldats, à un moment donné, qui sont effectivement... les soldats, c'est la pulsion de mort, quand même. Hein. On a des gens qui sont entraînés par faire la guerre. Et là, c'est pour ça que je mets un miracle, entre guillemets, c'est qu'effectivement, cette espèce d'aura du féminin et de la beauté de cette femme et de cet enfant fait qu'à un moment donné, ils peuvent passer. Hein. Donc là, on est dans quelque chose d'assez irrationnel et on a un élément concret et le film, à partir de là, va partir dans des sphères beaucoup plus fantastiques, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Alors, justement, ce personnage qui s'appelle Myriam, hein, donc je vous ai fait parler un petit peu tout à l'heure, moi je vous rappelle ce qu'elle a dit, puisse tout... Alors ça, j'ai mis
le sous-titre pour montrer. Donc elle fait une prière à un moment donné dans la forêt. Alors lui, on voit bien qu'il n'en a rien à foutre. Il va boire son coup. Mais en même temps, puissent tous les êtres ascensionnés, les bodhisattvas et les saints. Donc là, elle fait une prière un peu transœcuménique. Donc on a ça qui est intéressant dans le sous-texte, ce rapport au sacré, dans le film qui apparaît. Et Myriam, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est cette idée de... Alors, il y a eu plein de films sur le film de Marie ou Myriam, Abel Ferreira, il y a eu qui ne sont pas forcément tous des chefs-d'œuvre, mais c'est un personnage qui revient beaucoup dans l'imaginaire du cinéma aujourd'hui. Voilà, alors je vais vous amener maintenant à discuter un petit peu de la fin du film. Alors voilà, c'est un petit peu des questions que je voulais vous montrer. C'est bon, le film est un échec commercial. Est-ce qu'il a un message? Et d'après vous, quel est le message du film? Alors, effectivement, il y a des gens qui ont dit c'est un film altermondialiste, c'est un film conspirationniste, c'est un film nihiliste, c'est un film spiritualiste. Et effectivement, c'est un film il y a plein d'ellipses dans le film, notamment l'idée de la pandémie de 2008. On sait qu'il y a eu une pandémie parce que Dylan, le fils du héros, est mort. L'origine des attentats, je vous invite, si vous trouvez dans le film qu'il y a une origine des attentats, c'est pas très clair, même pas du tout évoqué. La cause de l'infertilité, est-ce que c'est évoqué la cause de l'infertilité? J'ai pas l'impression. Vous voyez, donc c'est un film qui laisse un certain nombre d'ellipses. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens... Alors voilà, donc votre avis sur le message du film, alors lié bien entendu aux images de la fin, cette image avec la barque. Comme ça, on va le commenter plus avant, mais voilà, je veux avoir votre avis là-dessus déjà par rapport à ces 4 catégories. Est-ce que... Voilà, je vous laisse la parole. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de message quand même. Il y a des valeurs dans ce film. Alors, des valeurs, allez-y. Oui, mais messages, ça me rappelle la blague de je ne sais plus quel artiste qui disait pour les messages, je passe par la poste. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut, selon les moments du film, on peut trouver un de ces 4 objectifs ou encore d'autres. Ouais, c'est pas faux. Il peut y avoir, tout à fait. C'est pour ça que je mets des questions, parce que je pense que voilà, il n'y a pas une seule lecture univoque, effectivement. Mais moi, je pense quand même, je vous donnerai à la fin ma lecture du film, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage un petit peu. Mais bon, c'est pas... Le pacifisme amène quand même à sauver la vie, alors que tous les autres, finalement, se font tuer. Voilà. On pourrait rajouter cette notion de pacifisme, là. Arriver à rester dans la non-violence. Arriver à rester dans un monde violent, et après, ça peut poser la question, comment rester non-violent dans un monde qui est de plus en plus violent? Ça, c'est une vraie question qu'on va être amené à se poser de plus en plus, je pense. Et totalement. Ça, c'est vrai que c'est peut-être une façon de sortir de ces catégories. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être conspirationniste aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être complotiste aujourd'hui? Comment ces mots ne sont pas détournés pour empêcher les gens de penser, pour coller des étiquettes à des gens? Je pense que le langage aussi est facteur de complexité. Voilà. Alors, je vais vous amener à commenter des images, peut-être, ça sera intéressant. S'il vous plaît. Oui. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous essayez de beaucoup nous montrer l'opposition qu'il y a dans le film entre le côté capitaliste, fausses promesses, ce que vous avez expliqué sur la chirurgie esthétique, tout ça, et d'un autre côté, tout le côté spirituel, avec les symboles et tout ça. En fait, je me demandais s'il ne pourrait pas y avoir une vision beaucoup plus pessimiste sur le fait qu'en fait, toutes ces choses spirituelles soient aussi en fait des fausses promesses. Et en fait, la fin du film ne soit pas du tout positive. Ils se battent en fait pour quelque chose et ils finissent dans un océan juste tous les deux. Et vous pensez qu'en fait, il n'y a pas vraiment, comme vous disiez, il n'y a pas vraiment de méchants, ils se sont tous battus pour quelque chose. Ils avaient tous raison d'un certain côté et en même temps, ils étaient tous avec des fausses promesses. C'est intéressant ce que vous dites. Et ben, on va aller au bout parce que on va vraiment commenter la fin du film. Là. Donc vous allez ok, c'est pas faux. Parce que, bien entendu, que l'escroquerie aujourd'hui... Alors moi, je suis pas... Si vous voulez, dans mon parcours, j'ai un parcours plutôt Sciences Po et compagnie, mais je suis au-delà de la droite et de la gauche, si vous voulez. Parce que je pars du principe qu'on a un cerveau droit et un cerveau gauche. Et mon point de vue, c'est de réconcilier... C'est pour ça que je parle de l'alchimie. L'alchimie, c'était la conjonction des opposés. C'était réconcilier des choses opposées. Ça se passe dans le couple, l'homme et la femme, un couple qui arrive, c'est... concilient leur point de vue, quoi. Et ça c'est important. Donc ce film-là, et on peut se dire qu'aujourd'hui il y a énormément d'escroqueries sur le plan spirituel aussi, c'est vrai. Et qu'effectivement il y a plein de fausses promesses qui nous sont données par des pseudos, c'est pour ça que je parlais du New Age, en disant que
Alors, les films de David Lynch questionnent le New Age. Hein, la version que j'ai fait, réécouter la présentation de Twin Peaks que j'ai fait avec Paco Kielman ici, c'est très intéressant. Parce que dans la loge noire de Twin Peaks, et dans les loges de Twin Peaks, vous avez toute la théosophie et toute l'empreinte de l'occultisme et de la manipulation de choses qui étaient censées nous aider d'un point de vue transcendantal, et qui sont aussi enfermées. Et je vous rejoins dans ce côté-là. Mais c'est pas pour autant que, pour moi, il n'y a pas de transcendance. Mais bon, je vais vous l'expliquer à la fin. C'est un peu comme si le film se remettait lui-même en question. Ouais. En fait, il fait une sorte de fausse nativité un peu inversée. Ouais. En fait, il se rend compte à la fin que la seule personne qui se sauve réellement, c'est le héros qui meurt. En fait, la seule chose qu'il a sauvée, c'est se mettre au service de quelque chose. Il part de son point de vue déchu au début. En fait, la seule chose qui l'élève et qui le libère à la fin, c'est qu'il a été utile. Mais en fait, c'est pas vraiment le bébé qui est sauvé, c'est parce qu'on ne sait pas où il va. Ouais, totalement. On peut avoir même cette impression que c'est comme les œuvres d'art au début et qu'il va être mis dans cette micro-société privée. Totalement. Ok, non, mais ça, je garde vos interrogations et on va arriver à ça. Alors, moi, je vous montrais cette image qui était assez belle, effectivement, et qu'il est étrange ce qui se passe dans un monde sans voix d'enfant. Hein, ça c'est vrai que cette idée qui était aussi assez bien. Bon, la capture d'écran n'est pas top, mais voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer pour aller dans le sens, et c'est ce que. Alors, j'aurais dû vous demander, mais c'est pas évident à capter, ça. Hein, c'est le. Donc, Fragment of a Prayer, c'est John Tavener qui compose ça pour le film. Hein, et John Tavener, je vous ai expliqué au début qu'il compose ça en disant que ce film me parle parce que ce film montre bien le Kali Yuga. Et le Kali Yuga, si vous voulez, c'est une conception spiritualiste du monde en termes de cycle, qui est de dire qu'il y a des cycles et qu'à un moment donné, là, on est dans l'âge sombre, mais on est à la fin de l'âge sombre. Et on va rentrer dans un... Alors, on n'y croit pas, hein, mais c'est vrai que Tavener, il y croit, et donc quand il fait Fragment of a Prayer, il prend plusieurs mots, Alléluia, hein, plutôt chrétien, l'allégresse, Mata, c'est plutôt indien, la mère, Paiman, protège-moi, alors c'est des termes indiens, Atavara, sauve-moi, et un mot allemand, In Gottes Tiefem Friedenrum, dans la profondeur de Dieu. Donc, donc il travaille sur Orient-Occident. Donc il fait un travail de synthèse et d'œcuménisme dans le texte de sa prière. Voilà. Donc là, on est clairement... C'est un choix de Cuaron. Hein. Donc Cuaron nous donne carrément une option spiritualiste, mais qui n'est pas très très lisible dans le film, on est bien d'accord. Hein. Et par contre, dans le choix de ça, c'est pour ça que je parle d'une forme d'élégie profane finalement. On n'est pas, contrairement au roman de P.D. James, on était plutôt dans une espèce de Jésus revient. Hein. Dans le roman de P.D. James, je crois que la nana, elle est enceinte du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, Cuaron, effectivement, elle s'est fait violer. Hein. Donc vous voyez, on est quand même dans autre chose là, mais il ne renonce pas au sacré. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors après, quand on va quand même commenter cette fin. Alors, vous nous avez donné une interprétation qui est très intéressante, qui montre que cette fin est ouverte, effectivement. Que ça laisse... Alors je voulais avoir d'autres interprétations de la salle. Comment vous avez trouvé la fin du film? Et qu'est-ce que ça peut raconter par rapport à l'ensemble de la problématique qu'on a vue? C'est une impression personnelle. Allez-y, moi, je oui. pensais à la Bible et à Moïse. Oui. Je disais, il ne verra pas la terre promise, il meurt juste avant. Ouais. Oui, il peut y avoir cette idée de... Ouais. Alors après, il y a l'idée de la barque, hein, du choix de la barque. Rejoindre le projet humanité. Qu'est-ce que c'est que ce projet humanité? C'est quoi cette barque? Pourquoi il y a la barque? Pourquoi il y a le fleuve? Enfin, je pense que c'est pas totalement par hasard quand même, hein, qu'il choisit ce mode de ralliement. Alors ça renvoie, si vous voulez, dans mon cadre d'analyse, à des symboles, à des archétypes, à des histoires où il y a eu des gens qui ont pris des barques et qui ont... Voilà, et donc après c'est... Oui, en même temps, le Grande-Bretagne est une île, donc pour quitter une île, un bateau... Oui, c'est pratique, d'accord. Sauf que là, je suis sur un truc moins prosaïque, hein, mademoiselle. Non, ça renvoie aussi au motif du passeur, en fait, Ouais. dans l'enfer de Dante, qui traverse le fleuve, Exactement. les enfers. Charon. Le passage, oui, l'idée d'aller aux enfers ou de sortir de l'enfer. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, c'est est-ce qu'ils vont de Caraïbes dans ce style-là? Parce que c'est qui ces gens qui sont sur le bateau, le projet humanité, hein, alors voilà, c'est aussi ça, parce que comment vous avez perçu justement c'est exactement ça. On peut, et puis là, on est dans la brume, et effectivement, on voit le héros qui, lui, ça va, il meurt. Mais il se passe quand même un très très beau truc entre eux. C'est-à-dire que dans le dialogue qu'ils ont là, qu'est-ce qui se passe sur le nom du bébé? Il donne le nom du fils. Ah ouais, c'est pas rien quand même. C'est-à-dire le mec, son traumatisme de base, c'est il a perdu son gosse, et le gamin, c'est son gosse. Vous voyez?
C'est beau quand même comme idée de scénario, ça. Hein. Et quelque part, ça renverrait presque à cette idée qu'on a dans l'hindouisme de réincarnation, de dire que l'âme de ce gamin, alors je dis pas que c'est ça, hein, mais comme on est quand même dans un truc qui fait référence au bouddhisme, avec la prière tibétaine, machin, on a l'idée de la transmigration des âmes, et que finalement la mort n'est pas une fin, mais un passage, et que tout peut revenir. Et donc ce type, avant de crever, et ben effectivement, il se rend compte que la vie continue et que son gamin, ben, il va exister. Voilà, il sent qu'il y a quelque chose, vous voyez. Bon, après, voilà. Ok, donc ça c'est quand même assez beau, hein, et on est dans une conclusion qui n'est pas pessimiste là. Alors d'autres points sur l'interprétation de la fin. Oui, monsieur. Sans avoir vu le bateau, enfin le gros qui arrive, on se serait dit la fin est complètement ouverte. Oui. Et quand en vous voyez voyant le bateau qui arrive, ce qui change, c'est qu'elle va pouvoir vivre avec son bébé. Ouais. Du moins on l'espère. Ouais. Et parce qu'avec un nom comme Projet Humanité, on se dit qu'il y a une solidarité humaine quelque part. Voilà, c'est-à-dire que le mot humanité, mais c'est vrai que du coup ces gens-là, on se pose la question, est-ce que alors on va creuser, est-ce que vous avez compris c'est quoi le projet humanité en voyant le film? Est-ce que vous avez compris? C'est qui ces gens? C'est quoi le projet? Enfin voilà. Est-ce que c'est clairement expliqué? Non, la seule controverse, c'est de savoir si c'est réel ou pas. Bah, là, comme dit le monsieur, on voit le bateau. Là, on voit le bateau. Oui, mais c'est un élément de réalisme. Enfin, on ne sait pas si elle tombe pas de carré dans ce là. Bah oui, on peut se poser la question, je suis assez d'accord. Et il faudrait que je le revoie, mais parce qu'on voit vraiment très peu le bateau, mais il ressemblait fort à une baleinière quand même. Hein. Alors, on va regarder un peu, si vous voulez, du coup. Alors, ce que je voulais vous montrer, hein, sur la question de la barque. La barque et le voyage, bon, au-delà de la symbolique du passage, c'est l'idée de partir, de couper ses racines. Hein, et l'idée du voyage, la barque d'Isis, hein, c'est-à-dire le voyage pour la renaissance. Hein. Isis, elle a pris une barque, elle a recomposé les restes d'Osiris et elle a permis la renaissance d'Osiris. Donc il y a cette idée du cheminement en barque dans l'idée d'une mort et d'une renaissance. Donc c'est vraiment présent, hein, dans beaucoup d'histoires. Voilà. Alors, il y a effectivement Cuaron, quand il parle du film, il dit voilà, moi j'ai voulu montrer qu'il y a de l'espoir sans être optimiste béat. Et ça, c'est une espèce de paradoxe, mais qui est assez intéressant. Hein, moi, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se pense, moi j'ai toujours de l'espoir, mais je suis ni optimiste ni pessimiste. Ça veut dire que être optimiste, ça veut dire que je donnerais du crédit à, par exemple, un des potentiels candidats à l'élection. J'ai plus trop d'idées là-dessus, moi, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que là, on peut se dire, on attend toujours un sauveur. Donc, après, on va continuer. Alors, voilà, ce que je voulais vous montrer, ça, je l'ai dit, hein, c'est-à-dire la renaissance du fils perdu, avec l'idée peut-être sous-entendue de la question de la réincarnation, du retour. Voilà. Et voilà. Projet humanité. Tomorrow. Alors vous dites, alors moi ce que je voulais voir, c'est quand même, regardez, c'est ça. Alors effectivement, ça peut ressembler à un baleinier. On a des gens, on ne sait pas qui c'est, mais il y a ça. Alors est-ce que c'est totalement le hasard d'avoir mis ça? C'est possible. Moi, travaillant sur la symbolique des images, je ne peux pas dire que totalement c'est du hasard. Tout en sachant qu'il y a certains cinéastes qui font des trucs à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire que souvent, quand on cherche des idées, on est inspiré, on ne sait pas pourquoi on le fait. Le Cuaron, je pense qu'il sait à peu près ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que ça peut renvoyer, le projet humanité? Pourquoi il y aurait un triangle et un T? Et puis, ça veut dire, c'est quoi l'humanité, finalement? Est-ce que vous avez des choses à me dire là-dessus, des ressentis ou des... C'est pas sur l'image, mais sur la nature du projet de l'humanité. Il me semble que la seule info qu'on a à un moment sur un mode comique, donc on ne sait pas s'il est sérieux ou pas, c'est ce que dit Michael Caine en disant les plus grands savants, les grands sages du monde. C'est ça. Sauf que c'est pour raconter une blague. Et ouais, c'est vachement bien ce que vous dites. Alors du coup, vous dites les plus grands savants et les plus grands sages. Savants et sages, et pas savants. Donc c'est quoi ce projet? C'est le projet qu'à un moment donné, quelqu'un comme Rudolf Steiner a développé, c'est l'union de la science et de la sagesse. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Aujourd'hui, un des grands enjeux de notre société, si on veut sortir d'une forme de dictature sanitaire, je ne sais pas si je dois dire ça, mais bon, c'est qu'à un moment donné, on arrive à la fois pouvoir soigner les gens avec sagesse et recul. C'est-à-dire faire le lien
revenir, si vous voulez, à plein de choses qui étaient faites avant, hein. Chez les taoïstes, par exemple, chez la médecine, un peu les gens qui soignent avec l'artémisia dans certains pays, hein, qui est une plante qui a un très très bon antiviral, par exemple, voilà, qui a été interdite par l'OMS dernièrement. C'est la question, et vous avez bien fait de rappeler, de l'union de la sagesse. Alors, donc du coup, maintenant, je vais vous donner mon interprétation du film, fort de ce que vous avez dit. Hein, du coup. Alors, moi, le thé, si vous voulez, je le prends comme le thé de la transcendance. Donc, je vous parlais la dernière fois, donc les scientifiques luttant contre l'infertilité. Ça, c'est effectivement les scientifiques et les savants. Hein, donc, voilà, c'est les gens qui essaient de résoudre le problème. En tout cas, ce qu'on apprend aussi, que c'est un navire hôpital qui est en route pour les Açores. C'est aussi un élément qui est distillé dans le film. Et là, je vous ai mis le symbole de la pierre philosophale en alchimie. Hein. J'avais montré la dernière fois que le symbole d'extinction-rébellion, c'était la même chose, sauf qu'ils avaient séparé les deux triangles. Et les deux triangles, c'est l'union du yin et du yang, du masculin et du féminin. Donc il y a un triangle, le triangle qui descend, c'est le triangle de la... et qui est sur le bateau, hein, c'est l'idée d'une force qui n'est pas de ce monde, qui implémente les consciences. Voilà. Bon, c'est ce que Steiner expliquait dans ses... Voilà. Donc c'est l'idée de la transcendance, globalement. Donc ça voudrait dire que ce projet humanité, comme le dit de façon rigolote Michael Caine, mais Michael Caine c'est quoi? C'est John Lennon. John Lennon, à un moment donné, il voulait apporter une espèce de joie, et il disait avec Yoko Ono que la joie était liée si on arrivait à un autre niveau de conscience, et à appliquer dans la matière une forme de transcendance. Oui, et le projet humanité, ça serait ça. Ça serait travailler sur cette notion, donc recréer une humanité. Hein. Alors, je vous rappelle aussi que les Açores, à côté du Portugal, c'est effectivement, il y a 9 îles, et une des fêtes qui est connue, c'est la fête des 7 dons du Saint-Esprit. Voilà. Bon, c'est un petit hasard, hein, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas pour rien qu'ils vont aux Açores. Voilà. Parce qu'on est sur des îles et il y a un rapport avec le spirituel et la tradition. Voilà. Hypothèse, d'accord? Mais ça fait quand même pas mal, hein, entre la lecture symbolique et puis le fait que... voilà. Alors après, si je dois vous donner, par rapport au Kali Yuga, je pense que ce film, comme John Tavener qui a accepté de faire la musique, ce film montre, si vous voulez, la fin du Kali Yuga. Moi, je vais vous faire une lecture positive de la fin. Hein. Fort de ce que je vous ai dit, hein, sur cette idée que finalement, on aurait peut-être enfin l'union des savants et des sages, et on aurait l'idée que l'humanité va faire un reset, mais un reset lié non pas à des préoccupations économiques, comme le programme que Davos essaie de vendre depuis des années, mais sur la question de l'humanité. Et donc ça veut dire qu'on va passer à un autre niveau, et ça c'est toute cette histoire de cycle. Voilà. Alors ça, je vous laisse regarder qu'est-ce que c'est que les cycles là, dans l'hindouisme et compagnie, je ne vais pas développer plus avant, mais ce film me semble être une bonne lecture et interprétation de cette idée qu'on sort d'un cycle. Voilà. Alors après, je vais essayer de vous donner quelques éléments. Hein. Théo Faron, c'est oui, celui qui est le guide de la lumière. Hein. Donc moi ce que je dis, c'est est-ce qu'on est sur la fin du monde capitaliste matérialiste? Est-ce que ce film montre ça? Alors, il y avait Fukushima qui avait dit la fin de l'histoire. Oui, parce que la fin de l'histoire, sur le point de vue matériel, c'est un mensonge. Mais par contre, on peut se dire que si on dit qu'il y a une dimension transcendante dans l'histoire, peut-être que cette histoire, elle peut sortir de l'âge sombre. Hein. C'est là le principe qu'on avait dans l'hindouisme, c'est qu'à un moment donné, il y a un Deus ex machina, qui est des forces spirituelles qui interviennent par moment. Voilà. Avec le film, on voit bien que les pouvoirs et contre-pouvoirs se renforcent peut-être. C'est-à-dire que le symbole des poissons, alors je ne vous ai pas fait le coup, c'est que les poissons, c'était le symbole des premiers chrétiens. Ils avaient comme signe de reconnaissance des poissons. Chez les premiers chrétiens, on était dans l'ère des poissons. Là, actuellement, on est dans l'ère du Verseau. Hein, c'est dans la cosmogonie platonicienne des cycles de 2160 ans. Donc, on peut dire que les fichis, ils ne sont plus à l'ère de l'époque. C'est l'ancienne méthode. Et cette ancienne méthode, elle est partie en vrac, puisque finalement, bah, ils ont éliminé leur leaders et ils sont en train de dériver. Hein. Et donc, du coup, bah, le fascisme est un peu partout. C'est-à-dire que même ceux qui combattent le fascisme agissent comme des fachos, quoi.
Et ça, malheureusement, on le voit pas mal dans des... voilà. L'homme civilisé reste un animal, hein, c'est un peu ce qu'on montre bien, parce que d'où la présence des animaux un peu partout. Hein, c'est vrai que c'est assez rigolo de voir ce ministre, et puis derrière, il y a le cochon qui rappelle que, ouais, mais ce que tu fais, tu es dans la ferme des animaux, là, tu penses que tu fais de l'art, en fait, tu fais du cochon, quoi. Hein. C'est intéressant de voir le parallèle, voilà. Alors, l'interprétation que je vous donne est corroborée par des choses qu'a dit Cuarón, quand même. Hein. Donc, Cuarón, ce qu'il a voulu montrer, il le dit dans une interview, c'est qu'en fait, il croit à la rédemption par la grâce. Et je vais vous montrer comment c'est cohérent dans la suite de son film. Alors, il y a deux types de grâce. Hein. C'est le sacrifice de ce personnage. Le sacrifice, c'est quoi? C'est rendre sacré. Hein. C'est finalement se sacrifier pour quelque chose de plus grand que soi. Donc ça suppose de rompre ses racines, de partir en bateau, de partir sans retour. Hein. Et il y a l'idée de la beauté de l'art, c'est-à-dire qu'on nous montre dans le film toutes ces références à l'art, quitte à nous montrer des références vers un art brut, qui est de revenir à l'art primitif, mais qui est quand même de l'art, qui est un moyen d'expression distanciée. Voilà. Et pour terminer, pour vous montrer la suite de la filmographie de Cuarón. Si vous voyez Gravity, je l'ai passé, vous avez sur la chaîne l'analyse du film, hein, donc revoyez-le. Gravity, c'est pas tellement un film sur la quête de l'espace que l'idée d'une femme traumatisée, parce qu'elle a perdu un enfant, comme Théo, comment elle sort de son traumatisme en arrivant à relier la Terre et le ciel, en faisant le lien. C'est quelqu'un qui veut se suicider, qui finalement, son périple dans l'espace, va lui apprendre à réaimer la vie. Donc c'est quand même très intéressant, c'est un peu la suite logique de ça. C'est comme si elle était la prolongation du personnage de Théo qui est décédé. Donc voyez-le comme une continuité. Et alors, est-ce que vous avez vu Roma? Hein, moi, j'ai eu la chance de le voir à Bruxelles. Il faut savoir qu'à Bruxelles, les salles de cinéma peuvent passer des films Netflix. Et Roma, je l'ai vu dans une salle avec un son magnifique. Donc j'entendais le bruit des vagues derrière moi. Et Roma est un film magnifique. Donc ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, Cuarón, quand je vous parlais de la pyramide, regardez la forme que dessinent ces gens. Ils dessinent bien une pyramide. Donc Cuarón a un sens de l'espace et de la géométrie sacrée, c'est évident dans ses films, dans la façon dont il compose ses plans. Et Amor, c'est quoi? C'est Roma, c'est l'amour, c'est un film qui bon, en deux mots, c'est comment il a été sauvé quand il était petit par sa bonne mexicaine. Et Roma, c'est un quartier de Mexico. Mais derrière ce film, qui a priori est un truc, bon, ça a l'air assez cucu, la praline, vous avez un film de cinéma qui est magnifique et qui a un ode à l'amour. Donc, si vous voulez, comment on se sort de la crise, comment on se sort de tout ce merdier-là? Eh bien, c'est par l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer aujourd'hui? Et c'est la question qu'on est amené à se faire, alors qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on haïsse. Alors, aujourd'hui, on veut nous faire haïr les non-vaccinés, on veut nous faire haïr les Russes, on veut nous faire haïr plein de gens. Donc, posons-nous la question, pourquoi on veut nous faire haïr des gens, d'accord? Et essayons de dire, restons bienveillants les uns avec les autres. Arrêtons de prendre des ennemis en bouc émissaire. Hein, et essayons, effectivement, et le cinéma de Cuarón est un cinéma, si vous voulez, qui va dans ce sens-là, hein, de réconcilier les gens. Et donc de recréer une humanité qui n'est pas une humanité globalisée, hein, parce que ce que nous vend Davos et compagnie, c'est l'humanité avec une monnaie unique, numérique, avec les trucs QR code où on a accès partout. Ça, c'est un piège, c'est une prison dorée. Hein, c'est la nouvelle version de la caverne de Platon où on est prisonnier. Donc c'est l'idée de créer une humanité comme au sens, si vous voulez, de l'Académie de Platon du temps de Marcille Ficin, c'est-à-dire une humanité qui a un certain nombre de valeurs qui sont autour de ce mot amour. Donc c'est à chacun de nous de savoir comment on incarne ça dans nos vies. Hein. Moi, je ne vais pas vous faire de leçons plus avant. Mais en tout cas, il y a vraiment une philosophie. Parce qu'on a bien vu que la force dans ce film, c'est l'amour qu'avait le personnage de Théo pour Juliane, qui est la clé. Alors, ce couple, qui est un couple qui n'existe plus, a existé et permet la transmission de quelque chose. À Roma, on a une histoire un peu similaire. Voilà. Donc, ce que je voulais terminer, c'est vous montrer dans le tarot, qu'est-ce que c'est que l'humanité dans le tarot. Dans le tarot, c'est la carte le monde. Et le monde, c'est la conjonction des opposés. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est que le tarot. Et l'humanité, c'est effectivement, il y a deux temps dans l'humanité. Il y a le temps chronos, qui est le temps de la mort. Hein, et il y a le temps kéros. Le temps kéros, c'est le temps des synchronicités.
Une synchronicité, c'est quand vous regardez un film comme ça et que ce film, à un moment donné, il va vous éclairer sur des choses de votre vie. Ou quand vous tirez une carte du tarot, le tarot ne va pas vous expliquer votre avenir. Hein. Le tarot, comme le cinéma, c'est un miroir peut-être de vous-même et des problématiques que vous avez. Donc si vous utilisez le cinéma comme miroir, vous allez peut-être pouvoir apprendre des choses sur vous. Et le film de Cuarón, je pense, parmi les 3 films que j'ai sélectionnés, c'est pour ça que je termine par celui-là, c'est celui qui utilise la dystopie pour nous montrer que cette dystopie a en germe une utopie. L'utopie d'un monde qui est un monde unifié. Et tous les gens qui ont créé des jeux de tarot ont été sur cette idée d'un process et d'une structure narrative commune à l'aventure humaine. Voilà. Aujourd'hui, j'ai encore acheté un tarot dans une boutique à Paris, là, parce que je me suis mis à collectionner des tarots, du coup, et on me dit que ça explose, les tarots. Ça explose en termes de production et en termes de marché. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'humanité a besoin de sens. Voilà. Et que des films et des cinéastes comme Cuarón, effectivement, peuvent nous donner un sens et une pulsion de vie. Hein, c'est ce que disait Jean Boucher, que j'aimais bien. Les derniers cycles de Jean Boucher avant qu'il disparaisse, c'était de dire c'est quoi le cinéma, c'est quoi un cinéaste, c'est quelqu'un qui nous donne envie de vivre. Voilà. Donc j'espère que ce film vous a donné envie de vivre et vous fera un petit peu vous poser des questions sur tout ça. Voilà. Donc vous retrouverez tout ça sur mon site ultrazontv.fr et la chaîne Libermundi. Et le prochain cycle, on l'a établi avec François, ça sera un cycle sur la vie extraterrestre. On aura The Thing de Carpenter, Premier Contact de Denis Villeneuve et Solaris de Tarkovsky. Et on commence le mois prochain. Voilà, merci d'être venu et je vous souhaite un bon retour chez vous.